Voilà la fête de l'humain au Canet, Canet-Rocheville. Salle Recroix et c'était difficile de passer encore une année sans notre fête habituelle. Donc on l'a fait dans des conditions qui sont un petit peu plus difficiles que d'habitude, dans une salle qui est beaucoup plus petite et sur un temps qui est beaucoup plus court aussi, donc une seule soirée, mais ça nous donne du baume au cœur de vous voir tous là. Alors, je voulais dire qu'il n'y a pas seulement des gens de Cannes, du Canet, de Mougins, de Mandelieu. Il y a aussi nos voisins grassois, il y a nos voisins antibois, il y a même des niçois et même des comtois qui sont là. Et des Vésuviens. Et des Vésuviens. Il n'y a pas que des camarades du Parti communiste français. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir nos camarades du Parti socialiste de la section de Cannes et de la section du Canet, avec qui nous avons travaillé sur les municipales et aussi sur les élections départementales, et avec lesquels nous allons travailler probablement sur les élections législatives qui viennent, puisque on a mis en place un petit dispositif pour créer un collectif, en particulier à Cannes et Mandelieu, sur notre circonscription, un collectif en vue d'une candidature de gauche unique aux législatives. Cette initiative, elle est partagée par d'autres, certainement. Je sais que nos amis de la section de la CASA ont la même perspective. Bon, il est évident qu'on ne va pas négocier ça tout seul dans notre coin, et qu'il y aura... après qu'on ait discuté avec nos camarades au plan local, des échanges au niveau départemental qui permettront, et au-dessus, qui permettront de fluidifier les choses. Mais l'idée, c'est de continuer d'avoir des relations avec les autres forces de gauche au plan local pour essayer de combattre dans de meilleures conditions la droite et l'extrême droite locale. Pour mémoire quand même, quand on voit comment Macron se fout et contre-fout du Parlement, il y a nécessité que dans la prochaine mandature, il y ait des forces de gauche en plus grand nombre au Parlement pour s'opposer au président qui sera élu. Vous avez tous noté ce qui se passe quand même à propos du budget. Personne ne peut apprécier correctement que les parlementaires soient méprisés à ce point concernant le budget de l'année prochaine. Hein. Donc il y a des choses à faire. Voilà en ce qui concerne donc nos amis qui sont présents ici aujourd'hui. Et donc je viens maintenant au thème de notre débat avec trois invités. Donc
Anthony Gonsalves, qui travaille à Marseille dans le service public hospitalier et qui est oncologue. Et vous l'avez peut-être déjà vu puisqu'il était candidat sur notre liste aux élections européennes. Régis Cafan, qui travaille à l'hôpital de Cannes, qui est hélas aussi oncologue. Mais on ne choisit pas la spécialité médicale de nos amis. On ne choisit pas la spécialité médicale de nos amis, mais il pourra nous parler aussi de ce qui se passe à l'hôpital de Cannes. Et donc aussi Philippe Pellegrini, qui est syndicaliste CGT, qui est membre aussi du Parti communiste français aussi, et qui est syndicaliste au CHU de Nice pour la CGT. Je signale que Régis n'est pas membre du Parti communiste français. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, il n'en a pas peur et c'est volontiers à notre disposition pour travailler sur ces questions-là. Moi, hier j'ai entendu, hier matin sur France Inter, Jérôme Salomon. Vous avez tous un peu en mémoire qui c'est ce monsieur. Il travaille à Paris, il est professeur à la PHP, voilà, c'est ça. Hein, et il disait, si rien n'est fait dans les mois qui viennent, ou dans un délai un petit peu plus long, le service public hospitalier va s'effondrer complètement. Si rien n'est fait, il y aura un effondrement total du service public hospitalier. Aujourd'hui, alors il disait ça à la suite, vous avez vu cette enquête qui disait qu'il y a tant de pourcents de lits qui sont fermés. Et donc il disait ça à la suite de ça. Et vous avez vu qu'il y a une controverse avec le ministre de la Santé, M. Véran, qui a trouvé rien de mieux que de dire on va faire une commission d'enquête, on connaît l'affaire, hein, on va faire une commission d'enquête, en gros, on va mettre ça sous le boisseau et c'est terminé. Et donc, quand on entend ce Jérôme Salomon, on entend qu'il y a des lits qui sont fermés, mais il y a des lits qui ne sont pas fermés, mais qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'il n'y a pas le personnel pour les faire fonctionner. Et ceux-là, on ne les compte pas. Voilà. Donc, moi, je suis resté un petit peu abasourdi quand j'ai entendu ça, parce que je ne comprenais pas quelle était la différence entre les chiffres d'un côté des syndicalistes et de l'autre côté du pouvoir. Et maintenant, je commence à comprendre de quoi il s'agit, quoi. Hein. C'est comme dans l'éducation nationale, on dit il y a toujours des profs en face des élèves. Oui, mais c'est quoi les profs qui sont en face des élèves, hein? Quand on sait que du vacataire, il y en a à tour de bras dans tous les services publics maintenant. Voilà. Donc, aujourd'hui, la question de l'hôpital public, elle est cruciale, me semble-t-il, et c'est pour ça que nos amis sont là. Je vais arrêter de bavarder pour leur donner le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, je voudrais évidemment remercier les camarades de Cannes de m'avoir invité à venir discuter avec vous des questions de santé. Alors je voudrais commencer par dire que je sais bien que si on m'invite à discuter de ces sujets, c'est parce que je suis, comme mon ami Régis, médecin, oncologue au centre de lutte contre le cancer, qui a un statut un peu particulier, hein. C'est pas tout à fait l'hôpital public, le centre de lutte contre le cancer, ce sont des centres qui ont été créés, on en discutait à l'entrée il y a quelques minutes, à la Libération, par une ordonnance signée par le général de Gaulle, François Billoux et Ambroise Croizat, pour s'occuper de pathologies qui avaient été totalement négligées pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que, évidemment, l'idéologie au pouvoir à cette période n'était pas très favorable à s'occuper de patients considérés alors comme incurables et au-delà de toute ressource thérapeutique. C'en était de même d'ailleurs avec les pathologies psychiatriques, et donc
les deux actes forts en matière de santé publique qui ont marqué 45, en dehors de l'immense création de la sécurité sociale, a été la volonté de s'occuper de ces pathologies en créant des centres spécialisés, donc les centres hospitaliers spécialisés pour la psychiatrie et les centres de lutte contre le cancer pour s'occuper des patients cancéreux, à l'intérieur desquels il n'y a pas d'activité privée et pas de dépassement d'honoraires. On va en rediscuter à l'instant. Mais oui. Je disais quand même qu'on m'invite souvent à discuter de santé parce que, évidemment, on se dit que les médecins, ils ont plus de légitimité, voire les soignants en général ont plus de légitimité à discuter santé. Mais je pense que c'est une erreur. Hein. Évidemment, la santé, ce n'est pas une question de soignants, c'est quelque chose qui est un bien commun qui appartient donc à tout le monde et dans lequel tout le monde a son mot à dire. Dans lequel tout le monde doit participer à l'élaboration des stratégies de soins et de santé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bon, ça a été dit, mais par des dizaines et des dizaines de discours depuis le début de la crise sanitaire, mais on vit une période exceptionnelle dans laquelle l'infection, la pandémie que nous connaissons a pointé des zones de faiblesse du système de soins que nous avons été les seuls à dénoncer pendant des décennies sans qu'on nous entende beaucoup. Et là, malheureusement, comme par enchantement, en quelques dizaines de jours, le monde entier s'est aperçu de la fragilité de notre système de soins et des dégâts que la logique à l'œuvre depuis des décennies avait infligés à ce système. Et c'est un hôpital fragilisé par des années d'austérité qui s'est retrouvé à gérer ce qui n'avait jamais été affronté par l'espèce humaine dans l'histoire moderne. Alors il y a eu des pandémies dans l'histoire de l'humanité, mais confronter un système de soins dans lequel on doit sauver la vie de tous et être submergé comme cela a été le cas dans certains endroits, c'était une expérience qui n'avait jamais existé et qui a donc pointé les grandes difficultés qui ont été créées par les décennies d'austérité que nous avons subies. Alors je suppose que Régis parlera de l'hôpital et je vais en dire quelques mots, mais je veux commencer quand même par dire aussi quelques mots des questions d'accès aux soins. Parmi les difficultés qu'on a connues avant la pandémie et qu'on continue à connaître aujourd'hui, il y a la question de l'accès aux soins. La question de l'accès aux soins, elle est dominée à l'heure actuelle, et c'est quelque chose qui va continuer à peser sur le débat en matière de santé, c'est la question des déserts médicaux. Je crois qu'il n'y a plus un endroit en France qui ne connaît pas cette notion, et la mauvaise nouvelle, c'est que les données démographiques médicales nous font penser que ça va continuer de s'aggraver. Les déserts médicaux sont des zones où on n'a plus accès aux soins primaires, les médecins généralistes, les spécialités notamment de la médecine préventive, la pédiatrie, la gynécologie, ou toutes les spécialités nécessaires au maintien de l'état de santé qui, d'une manière ou d'une autre, préviennent l'émergence des complications qui vont pousser les gens à l'hôpital. Et ces déserts médicaux ne cessent de s'étendre. Avant, on les trouvait dans les zones rurales, en périphérie, mais maintenant, on sait que des déserts médicaux, on en a dans les quartiers populaires des grandes métropoles. Et donc, c'est une question majeure, cette question des déserts médicaux, qui est une des causes principales d'inégalité sociale et territoriale devant la santé, et qui est une des conséquences de l'absence totale de régulation de l'installation des médecins. Je crois qu'une des raisons quand même de ces déserts médicaux, c'est des décennies pendant lesquelles
on n'a pas du tout régulé l'installation des médecins. Ça vient aussi, à mon avis, d'un certain degré de sélection sociale dans les études médicales. Il est évident que quand on s'interroge sur le fait qu'il n'y a pas de médecins dans les zones rurales ou dans les quartiers populaires, bah, c'est plus facile pour des médecins qui ont vécu dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales d'aller s'installer dans ces endroits que pour des gens qui n'en sont pas issus. Et donc c'est une vraie question que la démocratisation de l'accès aux études médicales et notamment le déploiement, on en reparlera peut-être, de stratégies de pré-recrutement, comme on a pu le faire lorsqu'on a voulu démocratiser le métier d'enseignant et d'instituteur. Je crois qu'il y a dans l'enjeu des années qui viennent l'urgence, parce que quand on forme, pour former des médecins, il faut de nombreuses années. Donc, alors à chaque fois on vous dit d'ailleurs, on ne peut pas parce que ça prend du temps. Mais enfin, il va bien falloir commencer, parce que ne serait-ce que la période Covid, ça commence maintenant à faire 1 an et demi. Donc d'ici 3 ans et demi, on nous dira qu'il fallait 5 ans pour former pour réaliser une première partie des études médicales. Donc il faut s'y mettre tout de suite. Et donc il faut tout de suite déclencher un grand plan de formation et de démocratisation des études médicales, dans lesquelles on permet notamment aux enfants issus des quartiers populaires et des zones rurales de rentrer massivement dans les facultés de médecine. Et ça fera, j'en suis persuadé, moi, une grande armée de soignants qui seront prêts à s'installer là où on a besoin d'eux. Et donc c'est la question de la formation sur laquelle je reviendrai. Je voudrais dire un deuxième mot sur l'accès aux soins. L'accès aux soins, c'est aussi, on en parlait à l'entrée, la question des dépassements d'honoraires. Moi je pense qu'il y a maintenant de plus en plus un vrai problème là-dessus. Tout le monde, tous les gens qui connaissent cette pratique constatent que de plus en plus elle se généralise, ça pèse de plus en plus sur le reste à charge des patients. Il y a des départements où on ne trouve plus d'urologues qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires. Il y a des départements, je crois qu'il y a une trentaine de départements en France, dans lesquels il y a 0 urologue qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires. On considère qu'il y a à peu près 10% de la population qui a été amenée à un dépassement d'honoraires de plus de 2 000 € par an. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus un vrai frein à l'accès aux soins. Et on en discutait également à l'instant, c'est quelque chose qui existe y compris dans les murs de l'hôpital public. Vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, mais dans les murs même de l'hôpital public, il est possible pour des médecins, y compris et même souvent hospitalo-universitaires, d'avoir une double consultation dans laquelle on utilise les murs et le personnel de l'hôpital pour faire sa propre activité privée, en pensant que finalement c'est le meilleur moyen de retenir ces grands médecins dans les murs de l'hôpital public, ce qui est fondamentalement une erreur. Alors, j'en viens maintenant, après avoir souligné ces points de l'accès aux soins, à la question de l'hôpital public. Bon, je crois que tout le monde est convaincu de la crise qui secoue l'hôpital public et de la grande souffrance des soignants, qui est, à mon avis, la résultante du décalage qui existe entre ce que l'on peut faire à l'heure actuelle d'un point de vue purement technique, médical, scientifique, le niveau de soins, la qualité de soins qu'on est maintenant en mesure d'offrir aux gens, et la discordance qui existe entre ça, le possible, et les conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles, que ce soit en termes de pures conditions techniques, mais aussi de conditions salariales, qui font qu'un grand nombre des soignants, ces soignantes, les infirmières, et même des médecins, considèrent que les salaires ne sont pas au niveau. Alors il faut savoir que l'hôpital public, dont on a maintenant depuis tant d'années l'impression qu'il est en grande difficulté, n'a pas toujours été dans cet état de difficulté. Il y a eu une période
au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 60, où au contraire, on a profondément et puissamment et massivement investi dans l'hôpital public. La création des CHU dans les années 60, ça a été une aventure extrêmement innovante qui a attiré des médecins qui avaient un exercice purement privé à s'investir dans des missions de soins, de recherche, d'enseignement. Donc on pouvait, à cette époque, imaginer que des médecins puissent être enthousiasmés à l'idée de développer une pratique différente de la pratique libérale. Et ces CHU, ils ont structuré le territoire et ils ont été un puissant vecteur d'augmentation de la qualité des soins et de l'accès aux soins. Donc on n'a pas toujours été dans une période de pénurie. Ce n'est pas quelque chose qui est fixé pour l'éternité, où l'hôpital devrait être en permanence en déficit de soignants et en difficulté à trouver les conditions d'un exercice serein. C'est depuis finalement la grande vague libérale des années 80 qu'on a commencé à rencontrer les difficultés qu'on connaît et qui sont la conséquence de plein de facteurs, mais qui se résument ou qui convergent tous vers la fermeture des lits, la fermeture des hôpitaux de proximité, les regroupements d'hôpitaux, la limitation des dotations budgétaires avec le fameux ONDAM, l'objectif de dépenses de l'assurance maladie, dont le sport favori des gouvernements a été, de tous les gouvernements, a été de le contenir toujours en deçà des véritables besoins. C'était chaque année, le projet de loi de financement de la sécurité sociale fixe un objectif national des dépenses de l'assurance maladie qui est inférieur aux besoins. Alors il y a l'année dernière et cette année, c'est un petit peu plus important évidemment avec le Covid, mais ça reste très insuffisant et très inférieur au retard qui a été accumulé. Et cet objectif a été une contrainte et reste une contrainte permanente sur le développement de l'hôpital public. Il y a eu des problèmes de tarification. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la tarification à l'activité, la T2A, mais c'est un puissant facteur de marchandisation et de libéralisation de l'activité de l'hôpital contre lequel on a énormément de mal à lutter. Et qui conduit à une pratique qui n'est pas la pratique à laquelle on a été formé. Ça conduit à sélectionner les malades dont les épisodes de soins sont les plus rentables. Ça conduit à ne pas, ou en tout cas à ne pas privilégier la prise en charge des malades coûteux et qui coûtent plus que ce qu'on va vous rembourser. Ça induit de la baisse de la qualité des soins en accélérant la sortie des malades pour pouvoir augmenter ou diminuer plutôt la durée moyenne de séjour, donc augmenter la productivité en quelque sorte de l'activité. Et donc c'est un vrai problème à tel point que même le gouvernement actuel commence à s'interroger sur la pertinence de cette T2A et réfléchit à d'autres modèles. Mais enfin, il faut être très prudent parce que ce qui va nous être proposé, l'enveloppe restant relativement fermée, risque d'être là aussi pervertie. On parle maintenant de tarification à la pertinence des soins, c'est très bien, hein, de financer des soins pertinents, c'est très bien, mais qui va juger de la pertinence, c'est la question. On parle de parcours de soins, de financement de parcours de soins plutôt que de financement d'actes, donc c'est pas une mauvaise idée, mais dans le parcours de soins, on inclut aussi une grande partie d'intervention privée, et donc le parcours de soins qui fait intervenir au sein d'un même parcours des acteurs publics et privés, ça reste incertain. Il y a aussi beaucoup dans les questions posées à l'hôpital, la question des fermetures de lits et du virage qu'on a appelé ambulatoire. Alors moi, le virage ambulatoire, que des patients, par exemple cancéreux, aient gagné du temps de vie en sortant de l'hospitalisation, personne ne va le contester. Et donc les médecins comme les malades, personne n'aime être hospitalisé. Les gens, quand ils sont à l'hôpital, vous comme moi, on n'a qu'une envie, c'est rentrer à la maison. Donc il n'est pas question de garder les malades hospitalisés juste pour les garder hospitalisés. Mais remettre des malades dans le système ambulatoire, lorsque les capacités de prise en charge de la médecine et du soin de ville sont à ce point délabrées, c'est un puissant vecteur d'inégalité. Il y a des gens qui ne sont pas candidats à la sortie, à la prise en charge ambulatoire si l'environnement de soins n'est pas au niveau. Et donc
présenter le virage ambulatoire comme la solution ultime aux politiques de réduction de lits et de fermeture de capacité de soins, c'est probablement une escroquerie. Alors je passe sur le management à l'hôpital, qui peut faire également beaucoup parler quand on se rapproche dans les techniques de management de ce que l'on retrouve dans l'entreprise capitaliste standard. Et j'en viens finalement à l'objectif. C'est quoi l'objectif de tout ça quand même? Pourquoi les gens ils ne sont pas uniquement et intrinsèquement malfaisants? C'est quoi l'objectif de tout ça? L'objectif dont il faut bien être conscient, c'est d'une part qu'il s'agit, là comme ailleurs, de restreindre et de réduire les dépenses publiques, parce qu'il faut bien payer les exonérations de cotisations sociales, il faut bien payer les CICE et autres pactes de responsabilité. Et puis l'objectif final, quand même, il faut se rendre compte que le soin, la santé, c'est un marché potentiel gigantesque. Des centaines de milliards qui, pour l'instant, échappent à l'appétit vorace des marchands, mais qu'ils aimeraient bien, dans lequel ils aimeraient bien prendre le pouvoir. Donc c'est un enjeu très important, cet enjeu de la santé, parce qu'il y a une vraie menace d'offrir ce qui a été arraché par le rapport de force issu de 1945 et le remettre dans les mains de ceux qui ont déjà beaucoup. Alors moi, sur ces questions-là, je crois qu'il y a des solutions sur lesquelles maintenant il faut se mobiliser. Et la grande nouveauté quand même, c'est que ce que l'on disait il y a longtemps et qui était minoritaire devient quelque chose d'admis par beaucoup. Qui, après le Covid, peut encore légitimement s'opposer à un programme qui demande le recrutement massif de soignants? Nous, on dit 100 000 soignants. Qui peut encore dire que ce n'est pas une nécessité quand on voit l'état des établissements de soins dévastés actuellement? Donc stopper les fermetures de services, stopper les suppressions de lits, stopper les regroupements et d'hôpitaux, les fermetures d'hôpitaux de proximité, tout le monde le dit maintenant, et plus personne ne peut contester la pertinence de ces objectifs. Et puis, il faut relancer une grande politique de maillage du territoire pour le soin primaire. On doit répondre à la question des déserts médicaux par une entreprise de la même ampleur que celle qui a mis en place les centres hospitalo-universitaires dans les années 60. On doit créer des centres de santé avec des médecins salariés, qui ne font pas de dépassement d'honoraires, qui font un tiers payant obligatoire, qui s'impliquent dans des actions de prévention, d'éducation thérapeutique. Donc des médecins que l'on doit former de façon massive, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment rentrer dans des logiques de pré-recrutement où on va proposer aux enfants issus des classes populaires qui n'ont pas accès aux études de médecine, parce qu'il faut le redire, bien sûr que les études sont... Théoriquement, les droits d'inscription sont assez modestes, mais de faire 5, 6 ans, 7 ans d'études sans travailler, parce que quand on fait des études de médecine, on ne peut pas être à McDo le soir, c'est pas possible. C'est déjà probablement très difficile dans tout un tas d'autres spécialités, mais s'il est clair qu'il y a une spécialité dans laquelle c'est très difficile, c'est bien les études médicales. Donc il ne faut pas que les gamins travaillent, et donc avoir des enfants qui vont pas, qu'il va falloir entretenir pendant plusieurs années, c'est pas à la portée de toutes les couches de la société. Et donc, il faut absolument lancer un grand programme où on fait rentrer massivement des enfants des classes populaires dans les facultés de médecine. Et c'est très... Et à qui on va pouvoir demander, et ils seront volontaires pour ça, d'aller s'installer là où on a besoin. Et donc c'est vraiment un objectif majeur qu'il faut avoir. Je voudrais terminer, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, par un aspect dont je n'ai pas parlé pour l'instant, mais qui me paraît un point très important, qui a été mis en lumière par l'épisode de pandémie, qui est la question de notre souveraineté en matière de médicaments. On a parlé de l'accès aux soins et de l'hôpital public. Je veux dire quelques mots de la question du médicament, dont on a vu qu'elle a été au centre des débats pendant un petit moment, et même un moment qui dure.
puisqu'on est passé de la question des masques, des respirateurs et des blouses à la question des vaccins. Moi, je voudrais rappeler que, en matière de médicaments, vous en êtes probablement aperçu, on commence à avoir des problèmes majeurs. D'abord, il y a les pénuries et les ruptures de médicaments. On entend chaque année, de façon maintenant récurrente, des exemples de pathologies dans lesquelles des médicaments très importants ne sont plus disponibles. Ces épisodes-là, ils représentaient une cinquantaine de cas à la fin des années 2000. En 2020, c'était plus de 3000 épisodes de rupture de stock pour des médicaments importants. Et ces ruptures de stock, ces pénuries, elles sont le résultat de... C'est pas la famine et l'invasion des sauterelles. C'est le résultat d'un système dans lequel on décide unilatéralement l'arrêt de la commercialisation d'une spécialité parce qu'il n'y a plus d'intérêt marchand. C'est des difficultés d'approvisionnement en principe actif dont la plupart se trouvent délocalisées, externalisées, fragmentées dans des pays à bas coût, en Inde, en Chine, et dans une situation qui revient à ce que 80% des fabricants de principes actifs qui rentrent dans la composition de médicaments se retrouvent en dehors de l'Europe. Donc, il y a un vrai problème de rupture de ces médicaments. Et puis, il y a le problème du prix des médicaments. Le problème du prix des médicaments, qui, pour les médicaments innovants, notamment les médicaments anticancéreux, que je connais bien, mais on le voit également avec les vaccins, deviennent l'objet d'une inflation incroyable. En cancérologie, par exemple, on a mené une étude à Marseille il y a quelques mois, qui a été publiée récemment. Le prix des médicaments anticancéreux nouvellement enregistrés par les autorités de santé a augmenté de 50%. Aux États-Unis, sur 30 ans, on est passé d'un prix de l'ordre de quelques centaines de dollars pour des médicaments anticancéreux à maintenant, pour les médicaments les plus récemment enregistrés, 10 000 dollars par an et par patient. Il n'est pas rare dans les thérapeutiques les plus innovantes d'avoir des médicaments, je pense notamment à une forme de thérapie très innovante de certaines leucémies, qu'on appelle les CAR T-cells. Donc ce sont des cellules immunitaires transformées par génie génétique et qu'on a rendues compétentes pour détruire les cellules cancéreuses. Donc c'est une histoire fabuleuse d'un point de vue scientifique, c'est une histoire formidable. Le prix actuel auquel ces médicaments sont vendus par le laboratoire Novartis, c'est 400 000 € pour un malade. 400 000 € le malade. Donc ce sont des coûts exorbitants et qui n'ont de rationnel réel que la voracité du système. Parce qu'on vous dira, de la même manière d'ailleurs, pour les vaccins, j'entendais un débat, on nous disait, Fabien Roussel s'insurgeait sur les bénéfices monstrueux réalisés par Pfizer sur le vaccin, et on lui disait, non mais attendez, vous en prenez à Pfizer, mais ils ont quand même trouvé le vaccin en quelques mois. Bien sûr, mais c'est pas Pfizer qui a trouvé le vaccin en quelques mois. C'est une boîte issue d'une université allemande, donc financée par l'université publique allemande et par donc l'État allemand, et donc les contribuables allemands, et en partie par l'Union européenne, donc nous-mêmes. C'est ça qui a permis la mise au point de ce vaccin. Pfizer, qui n'avait aucune expérience en vaccination, a racheté le brevet et a mis à disposition les capacités de production, mais ils n'ont pas inventé le vaccin. Donc c'est totalement scandaleux de répondre « Ah oui, mais quand même, ils ont inventé. » Ils n'ont rien inventé du tout. Et c'est la même chose dans la quasi-totalité des innovations médicales, qui sont issues en grande partie et quasiment tout le temps des travaux de recherche lourdement financés par le public, par l'université, par l'INSERM, par le CNRS. Et c'est ça qui est capté par une logique marchande pour en faire un médicament
produit commercial qui est à l'origine de la logique inflationniste qu'on connaît et qui conduit à des prix des médicaments totalement disproportionnés. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, on le voit bien avec les vaccins, les capacités qu'on a de bien décrypter le fonctionnement des cellules malades, par exemple en cancérologie, les acteurs qui expliquent pourquoi les cellules cancéreuses le sont, comment elles se développent, comment on peut les détruire, tout ça rend la recherche de médicaments beaucoup plus, entre guillemets, rapide et beaucoup moins consommatrice de ressources financières que ce que cela a été dans les années 60-70, où on faisait de la recherche en médicaments de façon totalement non rationnelle. On testait au hasard et de façon très empirique des milliers de composés sur des cellules en espérant que peut-être une d'entre elles ou un de ces composés puisse être efficace. Donc maintenant, la rationalisation de la recherche devrait conduire à diminuer les coûts en recherche et développement, d'autant plus qu'une fois de plus, une grande partie du travail est fait par des établissements publics, financés par le public, et donc dans le prix des médicaments, il devrait y avoir cette part du financement public qui devrait être déduite. Donc tout ça nous pousse à penser, parmi les options, les solutions que j'ai énoncées tout à l'heure, qu'un des acteurs très importants, un des éléments très importants d'un programme de transformation sociale en matière de santé, c'est la création d'un pôle public du médicament qui soit capable de prendre en charge toute la chaîne, qui va de découverte fondamentale de l'échelle préclinique où on teste des médicaments sur des modèles animaux, de moins en moins d'ailleurs sur des modèles animaux, puisque maintenant on est de plus en plus capable de s'en passer, puis sur des patients, jusqu'à la production à grande échelle de façon industrielle et jusqu'à la distribution. Il est possible d'imaginer un acteur public qui soit, que ce soit sur le plan national et européen, mais aussi européen, financé de façon publique, dont les priorités soient discutées de façon démocratique par les chercheurs, les soignants, les usagers, l'assurance maladie, les payeurs, les élus. Moi, en tant que médecin impliqué dans la recherche dans le domaine du cancer, par exemple, nous avons des tas d'idées sur l'utilisation de telle ou telle stratégie thérapeutique dont la faisabilité est constamment bloquée par le fait que les médicaments sont dans les mains des industriels et qu'il est très très difficile d'imaginer des stratégies thérapeutiques innovantes sans passer par leur validation qui est souvent totalement orientée par des objectifs financiers. Et on le voit bien avec la question des vaccins. Ces vaccins, je ne veux pas faire le débat là-dessus, mais ces vaccins sont efficaces, ces vaccins sont sûrs, et ces vaccins devraient être la propriété de l'humanité. Non seulement pour assurer la vaccination de tous ceux qui ne le sont pas encore dans les pays développés, mais surtout pour assurer la vaccination de ces millions et millions de gens dans les pays en développement, en Afrique, en Asie, qui n'y ont pas accès et qui tôt ou tard seront le réservoir des variants qui viendront déclencher à nouveau les difficultés qu'on connaît. Donc c'est un objectif urgent de toute volonté de démocratisation en santé que de prendre le contrôle de ces biens communs que devraient être les vaccins. Et de ce point de vue, le discours qu'a tenu le Parti communiste français de façon très claire sur la nécessité de vacciner de façon massive la population et dans le même temps de démocratiser ces vaccins en prenant le contrôle est véritablement la ligne que nous devons tenir. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie pour votre attention. Passer le micro à Régis. Bonsoir à tous. Écoutez, c'est bien compliqué de prendre la parole après Anthony qui a, on va dire, tout dit, hein, évidemment. Je crois que, évidemment, on est tous d'accord pour dire que les questions qui se posent et derrière ça, les enjeux d'une politique de santé, au moins dans notre pays, mais de manière générale, sont importants.
Et malgré tout ce qu'on peut dire, malgré le pessimisme ambiant, c'est quand même de dire qu'on bénéficie et on a la chance d'avoir en France un système de soins, un système de santé globalement accessible à une majorité, je ne dis pas à tout le monde, mais à une majorité de personnes, et c'est loin d'être le cas dans l'ensemble des pays et dans l'ensemble du monde. On a parlé des pays en développement, mais également dans des pays extrêmement développés. Je pense évidemment à ce cas caricatural qui est les États-Unis. C'est des pays très développés, mais l'accès aux soins n'y est pas, est loin du compte, et en tout cas pas comme chez nous. Donc oui, en France, on a cette chance-là. On a un système de santé qui est assez performant, qui est perfectible, mais peut-être justement parce qu'il est perfectible et parce qu'il demande un certain engagement politique pour pouvoir se maintenir, il doit être maintenu, défendu et amélioré, parce qu'il y a encore bien des choses à faire. Je pense que la crise sanitaire qu'on a vécue, elle a révélé évidemment ce qui couvait depuis déjà longtemps, et un certain nombre de grandes lignes se dégagent finalement de ce qu'on vit et ce qu'on constate. D'une part, et il faut quand même le reconnaître, un appareil sanitaire qui est assez vieillissant, en particulier dans les hôpitaux publics. Et pourquoi vieillissant? Parce que c'est un appareil sanitaire qui a été construit dans les années 50, partiellement rénové au fil du temps, mais néanmoins qui continue à vivre sur ses bases, avec un parc qui, petit à petit, périclite. Et nombre d'entre vous ont pu traverser des établissements de santé dans lesquels l'environnement était relativement perfectible, on va dire. Ceux qui vivent ici le savent bien, l'hôpital de Cannes est un hôpital extrêmement délabré. Je me souviens avoir commencé à y travailler avec des chambres, un lavabo pour 4 ou 5 lits quand il n'était pas en surcharge, ce qui était évidemment loin des normes sanitaires aujourd'hui acceptées. Le problème, évidemment, c'est que l'incurie du suivi de ces bâtiments et de ce parc immobilier conduit à des investissements à refaire aujourd'hui qui sont extrêmement colossaux et qui vont peser dans les années à venir. Il y a également, et vous le savez, vous l'avez tous entendu, un déficit en termes de personnel hospitalier. Ce déficit en personnel hospitalier n'a été que majoré par la crise qu'on traverse, majoré parce que, vous savez tout, il y a cet épuisement professionnel qui fait qu'à un moment, le personnel décide d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Et elle est nécessairement plus verte quand on vit dans les conditions qui ont été les leurs, en tout cas dans un certain nombre de centres. Et la caricature est évidemment ce qui s'est passé dans les centres hospitaliers parisiens où on a vécu réellement des scènes d'horreur. Il y a une crise des professions hospitalières qui n'est pas seulement liée au salaire, parce que évidemment c'est une question qui se pose, mais elle est aussi liée, il faut en être conscient, à des conditions managériales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je ne veux pas jeter la pierre à des directeurs d'hôpitaux qui font aussi peut-être ce qu'ils peuvent, mais aujourd'hui, les hôpitaux de manière générale sont soumis à des impératifs budgétaires. C'est-à-dire que, Anthony en a parlé, il y a une enveloppe budgétaire, on dit, voilà, il faut fonctionner avec cette enveloppe-là, et vous ne fonctionnerez pas avec plus. Mais les moyens, les besoins évoluent, les techniques, le coût des médicaments, le coût des matériels, le perfectionnement aussi des techniques médicales. On peut estimer que ça a un coût, on peut en discuter, évidemment, mais tout ça impacte les charges au niveau hospitalier, et il n'y a pas de façon de résoudre l'équation. C'est soit on augmente l'enveloppe, soit on réduit ce qu'il y a dedans. Mais il n'y a pas d'autre moyen pour résoudre le problème. Et évidemment, ceux qui sont en charge de la gestion budgétaire, de la gestion financière des hôpitaux, ils ont un impératif, c'est contenir ça. Et c'est leur impératif qui est devenu leur impératif principal. On n'est plus dans une situation dans laquelle il faut assurer la couverture sanitaire d'un territoire, rendre service à une population, apporter et garantir une égalité d'accès aux soins, qui est quand même l'ADN de l'hôpital public. Il n'y a que le système sanitaire public qui garantit cet accès aux soins.
Il est là pour ça. Et aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique-là, on est dans une logique de dire comment est-ce que je vais faire pour finir une année et faire en sorte que mon établissement ne soit pas en déficit, parce que si je suis en déficit, je vais être sous la coupe d'une gestion de l'établissement, non plus individuelle, mais par l'ARS, c'est-à-dire par l'État, qui va décider de faire des coupes sombres dans les organisations. Et donc ça a des impacts, évidemment, parce que quand on va réduire... Comment est-ce qu'on va réduire le contenu de l'enveloppe? Eh bien, on va réduire des effectifs, parce qu'il va falloir maîtriser une masse salariale, il va falloir essayer de modifier des organisations pour faire en sorte de les optimiser financièrement, on ne dit pas en termes d'efficacité de soins, mais financièrement, et puis on va réduire aussi, on va réduire les formations, parce que former quelqu'un, ça coûte cher, et que ça prend du temps. Et prendre du temps sur des équipes de soins qui sont déjà en situation de tension, c'est pas possible. Donc on va aussi économiser là-dessus. On se rend aussi compte qu'on s'est retrouvé face à une situation de disparité entre les établissements publics et les établissements privés. Et c'est quand même quelque chose qui n'est pas dans l'air du temps, hein. C'est entre guillemets pas politiquement correct de dire il y a une disparition de prise en charge et les établissements privés, les hôpitaux privés, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de cliniques, on parle d'hôpitaux privés ou hôpitaux publics, finalement on assume tous les mêmes missions. Vous savez qu'à Lyon, il y a un énorme groupe qui s'est construit et qui est capable d'assurer l'intégralité de la prise en charge d'un CHU. Ils font les mêmes choses, sauf des raretés comme le polytraumatisé de la pédiatrie ou la réanimation pédiatrique, des choses, ou la greffe pédiatrique, des choses exceptionnelles, mais sinon ils sont incapables de faire la même chose. Et donc pourquoi est-ce que finalement on ne serait pas à égalité de traitement, d'accord? D'abord parce que la logique n'est pas la même. Évidemment, un hôpital public, on le répète, c'est assurer une égalité de soins. Un hôpital privé, c'est assurer une rentabilité. On peut tourner l'équation dans tous les sens, il n'y a pas d'autre schéma. Et bien, au sein de la crise, on s'est retrouvé dans des situations identiques. C'est-à-dire que, et même si les établissements privés ont perdu de leur activité, on ne s'est pas retrouvé inondé et complètement dépassé par les besoins liés à la crise du Covid, à annuler des activités. Les établissements privés, on peut annuler leur activité parce que il fallait continuer à rentabiliser le schéma. Et puis, à quoi qu'est-ce qu'on observe? On observe quelque chose qui est extrêmement pernicieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des établissements publics qui ont finalement une forme d'autonomie budgétaire, hein. Chacun doit gérer son budget, et son budget est déterminé par quoi? Il est déterminé essentiellement par son activité, et c'est ses seules ressources, d'accord? Et bien, le seul moyen d'avoir plus de ressources, c'est de faire plus d'activités. Et faire plus d'activités, c'est quoi? C'est piquer de l'activité au voisin, parce qu'on n'est pas sur un marché sur lequel on crée du besoin. D'accord? On n'est pas en train de vendre des smartphones où on va créer du besoin pour que tout le monde en ait. Le besoin de santé, c'est un besoin qui est fini. Et si ce besoin est fini, ça veut dire que si on veut augmenter notre activité, eh bien, il faut aller chercher chez les voisins. Et chez les voisins, c'est qui? Les cliniques et les hôpitaux publics. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une logique de concurrence entre établissements publics, non seulement pour aller essayer de trouver de nouveaux patients, mais également de concurrence en termes de professionnels de santé. Donc, il y a toute une organisation qui se forme sur tiens, moi je vais recruter des infirmières avec un échelon un peu plus élevé, quitte à maintenir leur salaire plus tard. Je vais essayer d'avoir une activité qui soit plus intéressante que le voisin pour que des professionnels de santé y viennent. Et la rareté des professionnels de santé, de la démographie, que ce soit médicale ou paramédicale aujourd'hui, fait que, on va rentrer dans cette logique concurrentielle, ce qui est complètement délétère pour un système public qui soit universel et qui couvre l'ensemble du territoire. Évidemment, la logique de la tarification de l'activité, on en a parlé, s'oppose totalement à une gestion des situations de crise. Parce qu'une tarification à l'activité, c'est un certain nombre d'actes qui sont rentables, d'autres qui le sont moins. Et bien la crise, c'est pas très rentable. Donc on s'est retrouvé dans des situations dans lesquelles, et c'est pour ça qu'il y a eu des enveloppes budgétaires qui maintiennent des budgets pour les établissements en dehors de toute activité de tarification à l'activité sur ces années-là, parce que on se retrouvait avec des établissements qui étaient
quasiment à la faillite. Alors, j'ai pris plein de notes pendant que Anthony parlait, donc c'est un peu dans tous les désordres. Qu'est-ce qu'il y a comme levier à ça et comment est-ce qu'on peut arriver à avancer? Le fait est, c'est que dans cette logique-là, dans laquelle aujourd'hui les établissements publics sont un peu en situation d'impasse, conduit certains milieux, et vous vous doutez desquels, à dire, mais finalement, le modèle de l'établissement public de santé, de la couverture de santé universelle, l'accès à tous, c'est un modèle qui est arrivé à bout de souffle. Et je l'ai entendu de gens, de décideurs publics, dire voilà, on est dans une situation dans laquelle le modèle, on n'arrive plus, on ne peut plus, c'est ingérable, ça coûte trop cher, on est incapable de trouver de nouvelles formes d'évolution, donc il faut inventer de nouveaux modèles, et évidemment, le nouveau modèle, c'est une forme de privatisation des structures, privatisation qui se fait de manière ou directe, avec des promotions de grands groupes de santé, etc., ou indirecte, qui consiste à dire, et on l'a évoqué, on va construire des partenariats publics-privés, on va mutualiser, il faut sortir, je l'ai entendu, de l'hospitaliocentrisme, la médecine privée et la médecine publique doivent travailler ensemble pour le bien des patients et construire et co-construire des parcours de santé, d'accord, et des parcours de soins. C'est très bien, mais là aussi, la logique individuelle, elle n'est pas la même. La logique d'un praticien libéral, d'un professionnel de santé libéral qui attend de son activité de gagner sa vie, elle est de rentabiliser son activité. Et elle la rentabilise en faisant le maximum d'actes en minimum de temps. Et c'est pas la logique, enfin ça ne devrait pas être la logique des établissements publics. Donc je ne casse pas de sucre sur mes collègues du privé qui font un excellent travail, qui sont des gens de qualité, etc. Mais néanmoins, les logiques ne sont pas les mêmes. C'est une question de principe. Alors, quoi proposer? Bien sûr, on est dans un système de logique de rentabilité aujourd'hui dans les établissements. Cette logique de rentabilité est sans doute à l'œuvre un des points cruciaux qui vient créer ce malaise qu'il y a dans les professionnels de santé aujourd'hui dans les établissements, et ce malaise, les burn-out, les démissions et tout ce dont vous avez entendu parler. Mais néanmoins, je pense que c'est important de signaler et de dire que néanmoins, la grande majorité des professionnels de santé, des hôpitaux, reste quand même un rempart vis-à-vis de cette logique. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, et c'est pour ça qu'il y a du malaise, coincés entre le marteau et l'enclume. Ils se retrouvent coincés entre des injonctions d'activité et un désir de faire leur travail conformément à des principes, et en particulier à des principes éthiques. Et à un moment, quand cette logique-là devient trop contradictoire et que la tension devient plus supportable, qu'est-ce qu'on fait? On claque la porte et on va aller travailler ailleurs. Et paradoxalement, en général, on change de métier, et on a un nombre de soignants qui finissent par rentrer dans d'autres structures, des prestataires de soins ou des groupes généraux, ou alors qui vont s'installer en ville parce qu'ils y trouvent une organisation, une capacité à réaliser le travail tel qu'ils le souhaitent de manière plus cohérente qu'ils ne le trouvent dans les établissements publics. Ce qui finit par aussi nous conduire à nous poser une question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un vrai dessein? Alors, on ne va pas tomber dans une espèce d'idée que tout est déjà écrit, mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas une forme de volonté de faire en sorte que ça ne fonctionne pas, en fin de compte? Et pourquoi? Parce que derrière, effectivement, il y a des enjeux financiers qui sont larges. Si on essaye de réfléchir un peu au levier qu'il peut y avoir pour ça, alors les leviers des établissements dans ces conditions, c'est quoi? C'est il faut augmenter le volume des activités, il faut promouvoir des soins à forte valeur ajoutée au détriment des soins avec peu de valeur. Et c'est très simple, l'exemple c'est très clair. Il vaut mieux prendre en charge un cancer en établissement public de santé, tant mieux, que de prendre en charge un SDF. D'accord? Parce que ça n'a strictement aucune rentabilité, une durée de séjour qui est beaucoup trop longue, et derrière, en général, peu de soins, parce que le soin, il était à son sens social, au-delà du soin organique. Et ça, le soin social, c'est pas valorisé dans la T2A.
Réduire évidemment la masse salariale, développer les activités ambulatoires. Très clairement, on ne va pas se voiler la face, hein, une activité en ambulatoire, c'est 3 fois moins cher qu'une activité en termes de coût, qu'une activité hospitalière. Et donc, vous faites 3 fois plus d'argent comme ça. Et puis, évidemment, développer des activités innovantes, et vous vous retrouvez dans une situation de concurrence inter-établissement, à essayer de faire qui fera la technique et qui permettra, entre guillemets, soi-disant, de faire mieux que le voisin. Renforcer, et on le voit de plus en plus à l'œuvre, paradoxalement, des activités de prestations annexes, c'est-à-dire les prestations d'hôtellerie, de conciergerie, de services associés, etc. On va installer la télévision qui vous apporte le petit repas supplémentaire, qui va venir compenser le fait qu'on mange de manière indécente dans certains établissements, etc. Et tout ça, parce qu'on passe des partenariats avec des sociétés en disant on vous laisse les moyens de faire payer des services, remboursés ou pas par des mutuelles. Donc, effectivement, on peut dire que ce n'est pas à charge du patient, sauf qu'à un moment, qui paye les mutuelles ou qui paye les assurances santé, c'est quand même les patients. Donc, on vient augmenter ce reste à charge, même un reste à charge indirect pour les patients. Mais tout ça, moyennant un contrat avec les établissements, qui est un contrat financier pécuniaire. Il y a évidemment la question de l'automatisation d'un certain nombre de processus, de réduction de l'intervention humaine. Donc vous avez de plus en plus, on le voit dans les établissements, vous rentrez, vous voulez vous faire enregistrer, finalement vous faites enregistrer à des bornes, ce qui est assez compliqué quand vous demandez votre chemin pour savoir où vous allez trouver un service, un établissement, un médecin, etc. Vous n'avez pas d'interlocuteur. Vous avez un certain nombre de processus de soins qui deviennent de plus en plus automatisés aussi, et tout ça fait disparaître la valeur humaine dans une activité qui est essentiellement une activité de relation. La délégation de soins, c'est un vaste sujet, et aujourd'hui, on en parlait encore tout à l'heure, comment résoudre la pénurie de professionnels? C'est très très simple, hein. On confie des missions de médecins à des infirmières qu'on paye pas au salaire d'un médecin, évidemment, et les missions d'infirmières à des aides-soignants qu'on paye pas au salaire des infirmières, et donc on fait des économies tout en augmentant en compétences. Mais tout ça au détriment des personnes, parce que n'empêche que les activités, elles sont faites. Les responsabilités, la prise en charge de la charge du travail, elle est faite, mais elle est faite à tarif réduit. Autre sujet aussi qui est largement débattu et qui est un sujet très ouvert et très en discussion, c'est le passage en 12 heures. Nombre d'infirmiers et de professionnels de santé aujourd'hui en situation de difficulté de travail souhaitent passer en 12 heures parce qu'ils travaillent moins de jours dans la semaine, mais s'épuisent davantage tous les jours. Et aujourd'hui, on n'en mesure pas encore les conséquences, mais on sait qu'après plusieurs années, on se retrouve dans des situations soit d'épuisement, soit de dépression, soit de pathologie organique qui viennent s'associer à ces solutions. Mais un service qui travaille en 12 heures, il consomme un tiers de moins de personnel qu'un service qui travaille en 8 heures ou en 7h30 quand ça devrait être là. Et puis évidemment, il y a la question de mutualisation, des achats, des soins, des organisations, ce qui me conduit à dire qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'hôpitaux où on se retrouve en déficit de personnel, et bien qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des équipes d'un autre établissement viennent travailler dans l'établissement en déficit pour combler des besoins, etc. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de mutualiser des compétences et de mutualiser des activités, on mutualise du déficit. C'est-à-dire qu'on prend à Paul pour redonner à Jacques, pour faire en sorte que tout le monde fonctionne à peu près, mais fonctionne à moitié, évidemment. Et alors, là-dessus, le financement en parcours de soins, qui s'intègre aussi dans une politique plus vaste, consiste quoi? À donner la même enveloppe à plus de gens, en disant que vous n'y arrivez pas, d'autres vont vous aider. Mais de toute façon, avec la même enveloppe, donc avec les mêmes problèmes financiers, donc finalement, la boucle est bouclée. Les conséquences de tout ça, c'est quoi? C'est avant tout une réduction de l'accès aux soins. Vous le constatez tous, vous le savez tous. Aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous en ophtalmologie, pour avoir un rendez-vous en orthopédie, voire pour voir un cardiologue, c'est 3, 4, 5 mois de délai d'attente. Et ces délais d'attente, c'est pas que dans le privé parce qu'on est surchargé, qu'on a booké ces consultations, c'est dans les hôpitaux publics. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel et parce que de toute façon, la demande
devient probablement de plus en plus forte aussi, parce que les conditions et les restes à charge en ville deviennent trop élevés, et que les gens reviennent à l'hôpital. Reviennent à l'hôpital soit en situation programmée, mais le plus souvent en situation non programmée, c'est-à-dire aux urgences, ce qui conduit à avoir 3, 4, 5, 6 heures d'attente, à avoir des personnes qui restent 12, 24 heures sur un brancard aux urgences, parce que la structure n'est pas dimensionnée pour absorber ces besoins. Alors, comment arriver à résoudre un peu ces questions? Évidemment, on se retrouve dans une situation d'inversion de priorité. Parce qu'aujourd'hui, le financier, finalement, oblige le soignant qui oblige le patient. Alors qu'on devrait se retrouver dans une situation contraire. On devrait se retrouver avec des besoins sanitaires, des besoins de santé, qui obligent des organisations sanitaires, et ces organisations sanitaires obligent le financier pour pouvoir dire, ben voilà, maintenant on a besoin de tels moyens, il faut trouver les moyens en termes de nation pour pouvoir satisfaire ces besoins-là. On est dans une logique inverse. L'augmentation de la pression productive des agents, elle est évidente. Quand une aide-soignante, quand vous avez 2 aides-soignantes pour faire 20 ou 25 toilettes en, on va dire, 4 heures, vous imaginez le temps que vous pouvez passer, et c'est-à-dire le respect de l'intimité, du besoin, du temps de chacun, c'est juste impossible. Hein. Passer 5 minutes pour faire une toilette, c'est juste de l'abattage, enfin c'est rien, c'est juste indigne, quoi. Et puis, on se retrouve à sous-employer des compétences. Parce que quand vous dites à une infirmière en cardiologie, ah ben il n'y a pas assez de monde pour aller en urologie, en chirurgie, donc aujourd'hui tu vas faire de l'urologie, elle n'y connaît rien. D'accord ? Et elle n'y connaît rien, donc elle soigne moins bien, et elle prend plus de temps, parce qu'elle va solliciter les quelques collègues qui restent dans le service pour demander comment il faut faire. Donc c'est contre-productif, ça ne fonctionne pas. Et puis il y a cette augmentation des heures supplémentaires qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans des situations dans lesquelles il y a des agents qui ont 100, 150, 200, 300 heures supplémentaires, et donc ils ne savent pas quoi faire. Et je sais que notre collègue de Grasse pourra largement en parler. Il y a le rythme excessif, et au fin du fin, et ce qui est le plus important, c'est la perte de sens. Pourquoi je suis là? À quoi je sers si je ne fais pas ce qui me semblerait le plus important dans mon travail? Alors, rapidement, quelles sont les conditions pour pouvoir maintenir cette égalité aux soins? Ça va résider dans quoi? Dans une offre de soins évidemment suffisante. Ça va résider dans un soin qui soit accessible financièrement, territorialement. Et on en a parlé. Je pense que cette question de maison de santé, elle doit être poussée au-delà de ce qui a été évoqué. C'est pas seulement faire des maisons de santé pour qu'il y ait des regroupements de médecins, pour qu'ils se sentent mieux entre eux, etc. C'est faire en sorte qu'il y ait un service public territorial. Faire en sorte qu'on puisse mettre en place... Enfin, alors les médecins se révoltent en disant « Oui, mais moi, vous comprenez, je veux pas qu'on me dise où c'est que je dois m'installer. » Mais dans le service public, tout le monde le fait. Les enseignants, quand ils ont fait leurs études à Nice, vont se retrouver à Lyon, à Tourcoing, à Dunkerque, et c'est le service public. La santé, c'est un service public. Et bien, au même titre, on peut dire, tu vas aller travailler à tel endroit parce que c'est là qu'on a besoin. Dans les hôpitaux, sachez-le, les médecins praticiens, que ce soit au centre de lutte ou contre le cancer ou dans les établissements publics, les praticiens hospitaliers sont, on va dire, nommés nationalement, et puis après, ils vont aller là où il y a un poste, là où il y a un besoin. D'accord ? Je ne comprends pas, mais bon, c'est peut-être un peu inacceptable pour certains, je ne comprends pas pourquoi les études médicales qui sont quand même globalement largement financées par l'État, parce que qui paye ces études, c'est quand même l'État, même si elles coûtent cher individuellement, mais pourquoi ces études-là qui sont financées par l'État ne viennent pas, entre compagnon, nécessiter un service à rendre en échange? C'est-à-dire dire, ben voilà, il y a
des besoins à tel endroit et là, un impératif d'installation, 5 ans, 10 ans, on ne sait rien, on ne va pas condamner quelqu'un à faire des choses qu'il n'a pas envie, mais dans ce cadre-là, sous réserve de remboursement, de sécu, enfin tout ça peut être discuté. La connaissance des besoins. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est en train d'organiser des couvertures sanitaires en disant, ben voilà, on va mettre des établissements à tel endroit, on va faire telle activité. Sachez quand même que la plupart du temps, c'est assez difficile, mais la plupart du temps, des établissements définissent quelles activités de soins ils vont développer, non pas en fonction des besoins, pas toujours, mais en partie, mais souvent en fonction de, mais à la fin, combien ça va coûter et combien ça va rapporter. Et est-ce qu'on va équilibrer la balance ou est-ce qu'on ne va pas l'équilibrer? Alors bien sûr, il y a une mutualisation de tout ça, on essaie de trouver des justes compromis, mais néanmoins, c'est quand même un principe. C'est assez difficile parce que les tarifications changent tous les ans. Donc un établissement va commencer à mettre un projet en œuvre, il va lui falloir 6 mois ou 1 an pour arriver à le développer, et une fois qu'il est mis, la tarification risque de changer. Mais bon, c'est un peu le souci. Mais à la base, on ne répond pas à des besoins. On ne dit pas les besoins en couverture sanitaire, je ne sais pas moi, en Seine-Saint-Denis, c'est des besoins en infectiologie, c'est des besoins, etc. Et puis les besoins en couverture sanitaire à Cannes ou à Nice, c'est des besoins en gériatrie. Ce n'est pas la question. La question, c'est comment on développe quelque chose qui soit financièrement efficace. Donc, les enquêtes et arriver à définir de manière fine ces besoins-là, c'est un préalable nécessaire et évident au développement d'une couverture sanitaire. Mais aujourd'hui, c'est pas obligatoirement là. Et à la fin, de toute façon, on en revient toujours au même problème, c'est une politique de moyens. C'est-à-dire qu'à un moment, on veut se donner des ambitions, on veut être... on n'est plus le pays le meilleur en termes de politique de santé, mais il faut s'en donner les moyens, d'accord? Il faut se donner les moyens de cette égalité d'accès. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a quand même une large, enfin, je ne dis pas une large, mais toute une population qui n'est pas couverte, et paradoxalement, c'est la population qui en a le plus besoin. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand on a des moyens financiers, quand on a un bon salaire, un revenu, un travail, globalement, on accède aux soins sans difficulté ou sans grosse difficulté. Il y a un peu d'attente, bon voilà, mais on y arrive. Mais quand on n'a pas le réseau social, quand on n'a pas l'environnement, quand on n'a pas la culture, quand on ne sait pas comment faire, on n'y accède pas. Et c'est ces populations qui ont les plus gros besoins. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Puis je pense qu'il y aura peut-être d'autres choses à dire sur ces sujets. Merci. Merci Régis, merci Anthony. Donc, mes amis médecins ont déjà dit beaucoup de choses. Je vais essayer de compléter parce qu'on ne parle pas exactement du même endroit, même si bon, on partage beaucoup de choses. Moi, je suis rentré dans le service public hospitalier à la base comme agent des services hospitaliers en CDD, que j'ai renouvelé jusqu'à avoir mon CDI. Quand j'ai eu le CDI, j'ai passé le concours infirmier avec la promotion professionnelle financée par le CHU de Nice. J'ai pu devenir infirmier. En échange, je devais 5 ans de servir, pour faire écho un peu à ce que tu proposais par rapport aux médecins, ce qui serait bien sûr la moindre des choses, et ce qui me choquait absolument pas. Donc depuis, moi j'ai été infirmier en chirurgie thoracique, en psychiatrie service ouvert, en neurochirurgie, et puis là actuellement en psychiatrie service fermé, c'est-à-dire des hospitalisations sous contrainte. Il y a un thème que je voulais aborder, parce que vous l'avez abordé. Moi je voulais le creuser un peu sur un autre pied. C'est le gros souci qu'on a, au-delà du manque de personnel et du manque de volonté politique de recrutement, il est sur l'attractivité des carrières. Notamment pour les filières infirmières, aides-soignants, infirmiers anesthésistes et plus particulièrement peut-être encore psychologues, kinésithérapeutes. Aujourd'hui, il y a des conditions salariales pour quand vous rentrez dans l'hôpital public qui sont très très on est très en dessous du salaire médian par rapport à la plupart des pays
de l'OCDE. Et par exemple, au CHU de Nice, vous rentrez psychologue, donc bac plus 5, hein, vous rentrez à 1 400 € par mois. Donc c'est vrai qu'il faut avoir envie de travailler dans ces conditions-là. Avec bien sûr toujours les patients les plus difficiles socialement, puisque les patients que le privé ne veut pas, hein, les patients non solvables. Moi étant justement dans la psychiatrie fermée, j'ai énormément de patients qui sont, en plus de leur pathologie psychiatrique, toxicomanes, séropositifs, SDF, voilà. Ils cumulent tout un tas de difficultés. Je parlais un moment des 12 heures. Les 12 heures, c'est aussi, moi je sais parce qu'on nous l'impose là depuis la veille sanitaire, l'urgence sanitaire, alors qu'on fonctionnait donc 10 heures la nuit et 7h42 en 3 équipes la journée. Les 12 heures, c'est aussi pourquoi c'est accepté par beaucoup de collègues. Parce qu'en fait, c'est des stratégies, il faut se le dire, hein, c'est des stratégies individuelles en fait de sortir de ce problème de revenus. C'est-à-dire que sur les jours qui sont libérés, les copains, les collègues, ils vont faire des vacations ailleurs, dans d'autres établissements. Et ils vont rater un peu quelques sous par-ci par-là, mais vous imaginez l'effet que ça a sur la qualité du soin rendu, sur l'état de santé du soignant lui-même. Et sur bien sûr donc l'état général du service public. Tu as parlé également, Régis, des heures de récupération qui ne sont pas données. Donc moi étant maintenant fixe de nuit pour des raisons familiales, puisque je suis en 12 heures et j'ai une petite fille, donc je suis obligé d'être de nuit parce que si je veux aller la chercher à l'école avant 21h. Hein, voilà. Voilà. Donc moi le CHU de Nice me doit 750 heures actuellement, donc je pourrais rester 6 mois en théorie chez moi à toucher mon salaire, mais c'est pas demain qu'ils me donneront pas tout d'un coup du coup. Déjà d'en avoir quelques dizaines de temps en temps, c'est difficile. Et structurellement, chaque mois, j'en gagne 20 ou 30 heures, de toute façon, en respectant rien ne serait-ce que mon planning normal, sans heures supplémentaires, voilà. Voilà, la question des déserts médicaux, vous l'avez abordée. Elle est très très importante. Elle est importante dans le département, on le sait. Donc on a parlé des centres de santé avec les médecins salariés, avec ce statut, je pense aussi, personnel médical, paramédical. Mais donc ça nous doit faire penser à une chose, c'est qu'on ne peut pas penser la question du service public de soins isolé. En fait, il faut la penser liée aux autres services publics. Parce que vous pouvez vouloir développer un centre de santé dans votre village ou dans votre vallée où il manque, mais s'il n'y a plus d'école, s'il n'y a plus de poste, s'il n'y a plus de poste de gendarmerie, s'il n'y a plus tous les services essentiels pour la population, mais les médecins et les paramédicaux, ils ont aussi une vie de famille et ils ont aussi besoin de tous ces services. Donc je pense que on doit penser le développement et la préservation du service public de santé de pair avec les autres services publics. Et ça, je pense que c'est très important. Je dirais un petit mot sur le pôle public du médicament. J'ai écouté récemment une émission sur France Culture, je ne sais pas si vous avez le loisir. Je pense que vraiment aujourd'hui c'est une urgence qu'on a de retrouver une forte autonomie, y compris sur certaines molécules. En fait, les molécules qui aujourd'hui sont de base et n'intéressent plus les labos qu'elles ont laissé sous-traiter pour se spécialiser sur des trucs plus innovants, font qu'aujourd'hui il y a moi-même ça me surprit, je savais que c'était de cet ordre-là, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Il y a plein de principes actifs qui sont fabriqués par 1 ou 2 usines dans le monde. C'est-à-dire que demain vous avez un incendie, vous avez une explosion, je ne sais pas si on ne va pas le souhaiter, mais on est vraiment à la merci, à la merci de la moindre mésaventure.
Et on voit les pénuries et tous les problèmes que ça crée. Il y avait tout un problème aussi sur au niveau de l'urologie. Hein, ils avaient été privés du BCG en fait. Hein, voilà, donc parce qu'il n'y a plus qu'une société qui fabrique et qui avait des problèmes d'approvisionnement. On est dans des pays, donc on parle de pays riches, le Canada, les États-Unis, la France, qui ont des gros problèmes d'approvisionnement et qui sont à la merci de multinationales. Alors Sanofi a été championne du monde des dividendes, hein, mais bon, elle a montré que sur le vaccin, elle a eu des difficultés, hein, là où quand même l'industrie pharmaceutique russe, l'industrie pharmaceutique cubaine, chinoise arrive à faire des vaccins. Nous, on a un champion de la finance, mais qui a depuis, en plus ça fait depuis longtemps qu'il y avait une bataille sur la recherche à Sanofi, parce qu'il y avait des postes qui étaient détruits depuis très longtemps. Ben on en voit les conséquences, on paye les conséquences cash aujourd'hui. Et ce pôle public du médicament, il permettrait aussi d'orienter, aussi de faire des choix politiques de lutte aujourd'hui. Par exemple, moi je pense au paludisme. Le paludisme, c'est bien sûr la première cause de mortalité infantile en Afrique, mais dans beaucoup de pays, c'est la première cause de mortalité tout court. Et ça fait des années qu'il n'y a pas de traitement. Il y a même je pense qu'il y a même des choses qui touchent à la mafia, puisqu'il y a des médecins qui travaillaient dans des secteurs qui ont été assassinés, hein, au Cameroun notamment. Donc aujourd'hui, on voit bien que la main invisible du marché, là aussi, elle ne sera pas plus efficace dans le secteur de la santé qu'ailleurs. On nous pose aussi, bien sûr, la question de l'argent. La question de l'argent, il y a tous nos amis du mouvement de la paix, ils pourraient vous en parler, hein, des dépenses militaires, de ce que coûte la présence militaire au Sahel, ce que coûtent les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et tout leur entretien. Tout ça. Donc de l'argent, hein, il y en a. Ça c'est un truc qu'il ne faut jamais perdre de vue, même s'il paraît que l'argent magique, ça n'existe pas. Mais voilà. Du coup, vous avez dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que je voulais rajouter pour être pertinent? Peut-être pas grand-chose, hein, je vais vous laisser plutôt la parole. Voilà, je pense que ce qui était important, c'était ça. L'idée, c'était que le service public de santé, il faut le penser avec le développement des autres services publics.